avant de me diriger vers l'étape petit déjeuner. Et normalement, il y a un bar qui ouvre à 6 heures du matin. Je commence bien. C'est parti pour 25 à 26 km jusqu'à Val-des-Salores. Et ça devrait descendre légèrement pendant la plus grande partie de l'étape. Ça, c'est plutôt cool. C'est un petit peu frais quand même ce matin. Hein. Oui, aussi. Falloir penser à aller chez le coiffeur. Hein? C'est marrant, cette plantation alterne les figuiers et les oliviers. J'ai bien dormi cette nuit, ça c'était cool. Et hier après-midi, l'Hospitalero nous a fait visiter la chapelle. On a mangé entre pèlerins tous ensemble, une majorité de Français d'ailleurs. C'était même une soirée française hier. Par contre, j'ai raté la messe avant la visite. Fort heureusement, je n'ai pas encouru l'animadversion des autorités ecclésiastiques. Animadversion. C'est au moins une question super banco, ça. Un jour, je vous expliquerai pourquoi je sors des mots comme ça. En attendant, je vais me réveiller un peu et puis me réchauffer. Il va bien me falloir une bonne heure. Si ce n'était la présence des oliviers, je pourrais presque me croire dans certains chemins de Normandie. J'y retrouve avec plaisir ces paysages de Dehesas. Costaud le pépère. Je vais essayer de trouver la race en arrivant à l'étape, je pense. Parce que là, j'ai pas encore pu l'identifier. Il y a plusieurs candidates possibles. Voilà, c'était la mini-minute vache de cette étape. Oh, le troisième violon là au fond. On arrête de bavarder, on arrête d'être à contre-temps. C'était la minute concerto en sol majeur, offerte par l'orchestre batracien d'Extrémadure. Je préfère les vaches. J'arrive à Las Casas de Don Antonio. Et ce matin, c'est plutôt cool. Je vais traverser ce pont romain pour changer.
pont romain qui enjambe le rio Ayuela. Pardon, rectification, le pont qui reste debout, ce n'est pas un pont romain, c'est un pont qui date du bas Moyen-Âge. Le pont romain, il en reste plus grand-chose. Merci à César Auguste de m'avoir passé un appel par l'oreillette pour corriger. Ou alors il y avait un panneau explicatif. Bon, des Romains, il y a 3 ans, c'était les Almoravides, les Almohades, la Reconquista. Mais entre les deux, il y a une période qui est très peu étudiée, celle du royaume wisigoth d'Espagne, enfin du royaume wisigoth tout court. Donc, en concertation avec l'équipe de production et en conférence de rédaction, c'est-à-dire en réunion avec moi-même, je vous annonce l'arrivée prochaine d'une série sur le royaume wisigoth. J'interromps momentanément cette annonce parce que, regardez, vous êtes dans le parc du sculpteur Gabriel. Et le sculpteur, c'est lui. Un cerdo, un cigüeña, I don't know which bird, and agua potable for everyone. You're invited, welcome. Oh, c'est fort. Alors ça, c'est un moulin, mais c'est la première fois que j'en vois un avec des pierres comme ça. D'habitude, c'est plutôt une pierre discoïdale, mais là, hop, on a 3 pierres coniques. C'est marrant. Bref, je vous disais donc que la période wisigoth est somme toute très peu connue. Tout ce qu'on connaît des Goths, des Visigoths et autres Ostrogoths, on nous l'apprend à l'école sous la forme des invasions barbares. Ce qui est quelque peu réducteur. Donc, je vais vous parler du royaume wisigoth. Ce sera après le petit déjeuner. Et pour parler du royaume wisigoth, j'ai longtemps cherché des personnages emblématiques. Mais mis à part les dirigeants, il n'y a pas grand-chose. Il y a d'ailleurs très peu d'informations sur les Wisigoths et leurs ancêtres les Goths. Alors vouloir raconter l'histoire des Wisigoths, c'est une chose. Trouver des sources historiques qui retracent toute leur saga, c'en est une autre. D'autant plus que si on veut comprendre comment diable les Wisigoths se sont retrouvés en pleine péninsule ibérique, il va falloir remonter loin, très loin, jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, du côté du sud de la Suède. Ça c'est malin, je suis au milieu de l'Espagne, je vais parler du sud de la Suède. Logique. Bref, j'aurais pu m'appuyer sur quelques personnages historiques connus, mais outre qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas ça qui va boucher les trous. Malheureusement, aucune famille Goth ou Goth n'ayant accepté de me conter son histoire, j'ai inventé une famille. Reste plus qu'à lui trouver un nom. Ça va être moins facile. Voyons, Suède.
tous les noms finissent en son. Johansson, Gustafsson, le téléphone sonne. Désolé. Bon, alors sonne, ça va être une des syllabes du nom. Reste à trouver une autre syllabe. La deuxième syllabe, après la pierre miliaire. Voici une pierre miliaire. Pierre miliaire qui servait aussi de dépôt de courrier. Le courrier se mettait ici. Et il était destiné à l'habitation que vous voyez à 500 ou 600 mètres. Mais qu'était donc une pierre miliaire ou miliarium? Eh bien, c'était des pierres régulièrement espacées, chaque pierre mesurant entre 2 et 4 mètres de haut pour un diamètre compris entre 50 et 80 cm. Et chaque pierre indiquait éventuellement le nom de l'empereur qui l'avait fait mettre en place, le nom de la personne qui était chargée de son entretien, mais surtout la distance vers la cité la plus proche. Et là, en l'occurrence, c'était le miliarium 28, c'est-à-dire 28 000 romains jusqu'à Mérida, ou Emerita Augusta. 1 000 romains étant égal à 1481 mètres. Voilà, c'était la minute romaine, encore, de cette étape. Bon, je vais repasser au go. Devant, c'est un nouveau pèlerin qu'on n'avait encore jamais vu. D'ailleurs, depuis Mérida, on en rencontre de plus en plus. Certains d'entre eux, d'ailleurs, venant du chemin mozarabe, qui part de Grenade, passe par Cordoue et se termine à Mérida pour rejoindre la Via de la Plata. Miliaire 25. Là-bas, c'est Aldea del Cano. Donc, c'est bientôt l'heure du second petit déjeuner. Et j'ai trouvé la deuxième syllabe. Généralement, les noms goths finissent en ric. Ric, et comment je le sais? Eh bien, c'est parce que j'ai abondamment parcouru l'œuvre encyclopédique, écrite et illustrée par Goscinny et Uderzo. Donc, j'ai trouvé une syllabe en ric. Le nom de notre famille sera donc Ericsson. Je vous raconterai le début de la saga de la famille Ericsson après le second petit déjeuner. C'est pas mal marécageux dans le coin. Faute de mieux, je vais m'arrêter à cette aire de service de l'autoroute A66. Du moment que je mange. Bien, après ce second petit déjeuner, il est temps de repartir. Il me reste un peu plus de 10 km à faire. Et j'ai remis la veste parce que il y a un petit vent froid que j'ai de face. Et en t-shirt, ça caille un petit peu.
fait, en t-shirt, ça passe. Par contre, ça monte. Donc, on commence avec la famille Ericsson. Ça, c'était une branche. Tout à l'heure. Après la côte. Le chemin est plein de flaques comme ça. Si bien que je vais être obligé de me mouiller les pieds. Et là, ils sont bien mouillés. Commençons donc cette saga de la famille Ericsson, non pas au 1er siècle après Jésus-Christ, mais en l'an 0. C'est bien, c'est un chiffre rond, l'an 0. À ce moment-là, en l'an 0, la famille Ericsson vit dans ce qui est maintenant le sud de la Suède. La vie est simple, les programmes télé inexistants. On pêche des poissons dans la mer Baltique et le soir, on se raconte des histoires sur un mobilier dont s'inspirera plus tard Ikea, mais en moins solide. Petit disclaimer. Au passage, et avant de poursuivre, compte tenu du peu de sources historiques relatives au peuple germain de cette époque, il se peut que ma description de la vie quotidienne de la famille Ericsson s'écarte quelque peu de la réalité. Pour les grandes dates, tout ça, ça va, mais pour le reste, faut voir. T'aurais pu leur dire petit avertissement au lieu de disclaimer. Oui, mais disclaimer, ça fait plus branché. Où en étais-je? Ah oui, j'en étais aux histoires que se raconte la famille Ericsson le soir au coin du feu, assis sur du mobilier proto-ikea. En l'an 0, l'Empire romain n'est pas à son apogée, ça arrivera un bon siècle plus tard, mais il a conquis une bonne partie du pourtour méditerranéen, y compris la contrée que je suis en train de traverser, où ils faisaient des voies romaines et des ponts, comme ça on ne se mouillait pas les pieds. On m'avait pas dit que je devais prendre l'avion. Je traverse la piste de l'ancien aérodrome de la Cervera. Du moins ce qu'il en reste. Bon, c'est pas tout ça, mais reprenons avec la famille Ericsson. Le père Ericsson n'est pas pêcheur, il n'est pas cultivateur non plus, car si le téléphone arabe n'a pas encore été inventé, en revanche, chez les Goths, à cette époque-là, les communications marchent relativement bien. Et généralement, les communications sont toujours confiées à des Ericsson. Là, il va falloir chercher la correspondance. Bref, le père Ericsson est messager pour un seigneur quelconque dont j'ai oublié le nom. Un jour, le seigneur quelconque lui demande d'écrire un message à destination des Angles. Les Angles, c'est une des peuplades germaniques qui occupe ce qui est actuellement le sud du Danemark. Donc de l'autre côté de la mer. Et les Angles sont voisins avec les Jutes qui tissent de la toile et s'habillent comme des sacs.
Nul n'a hélas retrouvé l'original du message en question, mais il paraîtrait que le chef d'Ericsson voulait nouer une alliance avec les Angles pour mettre les jutes à sac. Le message est donc rédigé et Ericsson se charge de l'envoyer. Et pourtant, Ericsson, spécialiste de la communication, se trompe et envoie le message aux jutes. Ah, c'est malin. Bon, le chef est gêné, un peu comme les buissons que vous voyez là. Alors celle-là, elle est nulle. Bref, le chef d'Ericsson est gêné. Les Angles sont furieux. On pourrait même dire que les Angles ont les boules. Et donc, il faut arrondir les angles. Que faire, que faire? Le chef s'excuse. Il promet un paiement, 300 kilos de harengs, quelques rennes, de l'écorce de bouleau. Mais non. La crise est aiguë et les Angles sont des gens obtus. Il va falloir qu'Ericsson soit puni. Dit autrement, il va falloir qu'Ericsson sorte du réseau. Le père envisage toutes les possibilités, mais il lui reste qu'une chose à faire, c'est émigrer. Vers le nord, c'est pas terrible et ça caille. Vers l'ouest, donc côté Danemark, après l'affaire des jutes et des Angles, c'est peut-être pas une bonne idée. On va émigrer vers le sud. De l'autre côté de la mer Baltique, il paraît qu'il y fait plus chaud. C'est tout relatif. Le père Ericsson rameute quelques familles ulcérées par le sort qui lui aurait été réservé s'il était resté dans le sud de la Suède. Et tous ensemble, un beau jour, ils traversent la mer Baltique et se retrouvent dans ce qui est maintenant la côte du nord de la Pologne. D'ailleurs, la côte polonaise, parce que il n'y a qu'au nord qu'il y a une côte polonaise. Et c'est ainsi qu'à l'orée du 1er siècle après Jésus-Christ, les Goths commencent leur migration vers le sud et s'installent au nord de la Pologne. La suite de la saga de la famille Ericsson au cours de la prochaine étape, parce que je m'aperçois qu'il doit me rester 2 ou 3 kilomètres à faire. Je sens que ça va être laborieux cette saga. Je vais traverser El Puente Viejo de la Mocha. Je vais bientôt entrer dans Val des Salors. Val des Salors, situé dans une région qu'on surnomme les plaines de Cacérès. Cacérès, c'est derrière les petites montagnes qui sont devant moi. Et c'est un village très récent. C'est un village de colonisation. Il a été fondé en 1963 seulement. Ça change de ceux que j'ai traversés. Et j'arrive à Val des Salors. Ah bah l'albergue est juste à l'entrée. En fait, il faut que j'aille chercher la clé dans un bar, comme par hasard. Voilà, je suis installé, donc fin de cette étape qui aura fait un petit 26 km.
mais qui a été plutôt cool. Bon, je vais continuer la saga de la famille Ericsson demain. Mais comme j'invente au fur et à mesure, en respectant les grandes dates, ça va prendre un peu de temps. Demain, je vais où? À Cassar des Cacérès. Je pense que ça va être dans les mêmes eaux, un peu plus long. Je vais vérifier tout à l'heure. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.